Allez bien le bonsoir tout le monde. Merci d'être là. Il y a des petits nouveaux. On va expliquer un peu le principe, hein, parce que c'est vrai que jusque maintenant, ces webinaires étaient là pour les référents numériques. On a décidé de l'ouvrir à l'ensemble de l'équipe éducative, référents ou pas. Et donc voilà, je vous le disais, quelques nouveaux. Donc sur le principe, vous allez avoir droit à pas mal d'informations aujourd'hui. On a essayé d'être assez pratique. À la technique, c'est lui qui vient de lancer d'ailleurs ici la présentation. Eh bien, il y a Benoît Chantraine, que je remercie, qui nous fait toujours un travail de fou. Et donc voilà, on est parti pour ce premier webinaire de lancement, avec donc ce sondage qui vient d'être lancé et donc une thématique qui est donc aujourd'hui la désinformation. Et puis donc la désinformation donc comme thème, avec, c'est promis, pas mal d'abord de démystification de ce qu'est cette notion de désinformation, de fake news. Et puis, il y aura aussi pas mal d'outils et de pistes pratiques. C'est promis, donc restez bien là. Je vais déjà vous présenter celui qui sera notre intervenant dans la deuxième partie. Il s'agit de Martin Culot. Martin Culot, qui est donc chez Média Animation. Alors, c'est un véritable expert, hein, expert média au sein du Conseil de l'Europe. Il est formateur en éducation média et puis auteur, dont par exemple ce livre, car Martin a réussi à intégrer le dark web durant plus d'un an et il a analysé tout ce qui s'y faisait et en est sorti un livre qui s'appelle Les fabricants de mensonges. Donc voyage au cœur du dark web et de la désinformation. On aura l'occasion évidemment de revenir sur le sujet tout à l'heure, mais donc on a un véritable expert qui nous arrive là dans quelques instants. Je le disais, on rentre dans le vif du sujet avec donc la désinformation, le thème du jour. Et donc Martin qui nous rejoint. Bonsoir Martin Bonsoir. Culot, donc de Média Animation. On le disait, hein, on vient de parler du dark web, incroyable quand même cette incursion d'un an dans... bon, alors on va vous dire juste un truc, vous allez être déçus, mais en fait, il n'a pas été sur le dark web du tout. C'était, on voulait introduire ça avec une info complètement fausse. Et donc, malheureusement, non. Martin, ça n'est pas dans tes prérogatives, tout comme tu n'es pas expert au sein du Conseil de l'Europe. Mais par contre, tu es bien et formateur en éducation média, mais pas que. Tu peux te présenter en quelques mots? Oui, bien sûr. Donc, bonsoir tout le monde. Je me présente, je m'appelle Martin Culot. Je suis formateur en éducation média depuis maintenant 11 ans au sein de Média Animation. Et donc, moi, j'interviens sur différents sujets autour de cette grande question de la pensée critique et des médias, puisque au sein de notre association, la question à laquelle on essaie de répondre, c'est comment gagner un peu d'esprit critique vis-à-vis des médias qui nous entourent, mais en précisant que ça concerne tous les médias. Alors ce soir, on va parler de désinformation et de fake news, mais simplement dire que dans nos activités, on parle aussi bien des réseaux sociaux au sens large que du cinéma, que de la publicité, et que en fait, globalement, l'ensemble du monde médiatique. Ouais, Et donc, juste pour oui. préciser, parce qu'on parle là maintenant de ces volets-là, Média Animation, en fait, ce n'est pas que voilà, des publications pédagogiques ou autres. Il y a vraiment tout un gros personnel là derrière avec des spécificités. On peut en Oui, parler? donc, oui. Donc, en fait, dans l'association, on a un total de 45 travailleurs, mais ça recouvre des métiers très différents. Donc, dans l'équipe éducative, en éducation média, dans la formation, dans les outils pédagogiques, on va avoir une vingtaine de collaborateurs, mais on a aussi toute une partie de l'association qui, en fait, est une agence de communication pour le non marchand. Donc, on ne travaille pas avec le privé, on travaille uniquement avec le secteur associatif, culturel et les institutions. Et là, en fait, on a une équipe de graphistes, on a un Media Lab. Et en fait, ce qui nous tient à cœur, c'est la question de la communication associative et donc éthique et responsable, d'où le fait qu'on a un pôle de communication. Parce que pour nous, c'est lié à la fois à la question de l'éducation et la communication. Ouais. C'est un Et peu... juste pour info, en fait, là je vous dis ça comme ça, mais les programmes que vous avez dans les mains, en fait, ils ont été mis en page chez Média Animation. Voilà, par exemple. Ah bah Tout à oui. fait. Et donc, on voit aussi donc la formation d'adultes, puisqu'il y a là aussi cette spécificité qui est là, hein, pour Média. Oui, donc moi par exemple, une de mes spécialités, c'est d'intervenir dans le cadre des formations
notamment interréseau, mais aussi réseau, sur ces questions d'éducation média. Et donc, il y a toutes des périodes où, en fait, notre équipe de formation se déplace dans les écoles pendant les fameuses journées pédagogiques pour pouvoir, là aussi, tenter de répondre à ces questions de pensée critique vis-à-vis des médias. Et on n'intervient pas dans les classes. Ça, c'est un peu notre spécificité. On n'intervient pas auprès des jeunes. Donc, il y a d'autres associations qui sont mieux outillées que nous pour le faire. Mais par contre, on est centre de ressources, c'est-à-dire que n'importe qui du monde de l'enseignement peut nous écrire en disant, tiens, en fait, j'aimerais me lancer dans l'éducation média, mais je ne sais pas du tout par où prendre la chose. Est-ce que vous savez un peu m'aiguiller là-dessus? Et donc là, on n'hésite généralement pas à faire une rencontre en ligne et là, on voit un peu les outils et comment orienter la demande. Marc, on a eu il y a encore quelques semaines des rencontres là-dessus sur tiens, comment travailler la presse, comment est-ce que je peux amener telle ou telle chose. Et donc là, on est personne ressource par rapport à ça. Voilà, il m'interpelle, Martin, c'est vrai que je ne l'ai pas dit en fait, et je suis pas sûr que tout le monde le sache, mais en fait, donc j'ai aussi conseiller technopédagogique, mais avec, cette casquette un peu plus spécifique en ce qui me concerne de l'éducation média et donc je travaille, on va entre guillemets à mi-temps, hein, mais il y a des synergies entre le CEGEC et Média Animation. Donc je travaille à mi-temps, chez Média Animation où on mène des projets. Alors je vais vite aller dans le vif du sujet. Tu dis: «On ne va pas dans les classes», mais Mais j'affiche ceci pour dire que c'est pas tout à fait vrai, puisqu'il y a eu une génération 2020, il y a maintenant génération 2024 qui vient d'apparaître, où là, il a quand même fallu aller auprès des jeunes pour avoir quelques informations. Alors, c'est quoi génération 2024? alors, en fait, en termes d'éducation média, un des éléments qui est très important pour nous, c'est de partir de la culture médiatique telle qu'elle est consommée, telle que les jeunes utilisent les médias. Et donc, si on veut avoir un discours pertinent sur tiens, les pistes en éducation média, il faut évidemment savoir un petit peu ce que les jeunes font. Or, on sait bien que s'il y a bien quelque chose qui bouge très régulièrement, c'est ce que les jeunes font sur les écrans, sur les tablettes. Et parfois, on peut être à la page sur ces questions-là, mais en fait, ça bouge tellement rapidement qu'il y a un besoin, enfin, en tout cas, nous, on considère qu'il y a un vrai besoin de pouvoir screener et de voir finalement quelles sont les applications qui sont les plus utilisées, à quel âge est-ce qu'on a son premier smartphone, parce que tout ça va être assez déterminant, en fait, dans les pistes d'éducation média, histoire de ne pas venir avec des exemples ou des réseaux sociaux qui sont complètement à côté de la plaque et qui poseraient problème. Et donc, ce qu'on a fait en 2020 et qu'on a refait en 2024, c'est qu'on a été dans les écoles, dans les classes secondaires et primaires, pour en gros faire passer des questionnaires pour savoir quelles sont les plateformes et les réseaux sociaux sur lesquels les jeunes sont, et ce, sans jugement ou même sans trop se poser la question de est-ce qu'ils ont le droit d'y être, mais vraiment dire, tiens, qu'est-ce que vous fréquentez comme réseaux sociaux, qu'est-ce que vous y faites, est-ce que vous partagez, est-ce que vous partagez pas, est-ce que vous consultez, quels sont les jeux vidéo auxquels vous jouez, parce qu'on essaye vraiment de baser notre compréhension et notre démarche par rapport à ça. Et ça a donné lieu à une petite publication qui est également disponible en ligne. Je vais vous mettre le lien dans la rubrique lien pour pouvoir justement être au clair là-dessus. Oui. Sinon, Martin, je peux te rassurer, c'est que normalement, donc Benoît a tous les liens Ok, et ça donc va. va pouvoir les Parfait. mettre au fur et à mesure, donc tu ne dois pas te Ça tracasser va. autour de ça. Et donc, on a été frappé aux portes des écoles et on a été demandé à 1259 élèves du Fonda et 2168 dans le secondaire pour voir justement quelles sont les tendances. Alors, je ne vais pas pouvoir vous partager les 80 graphiques de l'étude. Ici, on va cibler sur la question de l'information et on voulait commencer par une petite question sondage par rapport à ça qui va s'afficher sur l'écran. Et donc, on a demandé aux jeunes de P5 et de P6 quels étaient leurs formats favoris pour s'informer. Voilà, question officielle, hein, donc elle fait partie d'ailleurs du rapport Elle fait partie de, Génération voilà. 2024. Et donc, n'hésitez pas à les répondre dans le sondage. Donc, à votre avis, les jeunes s'informent principalement via les textes écrits sur support papier, via les textes écrits, mais plutôt sur support en ligne, ou alors s'informent plutôt via des supports audio, ou bien sur des supports vidéo. Donc, on vous laisse quelques instants pour répondre.
Alors, Martin, alors les gens continuez, continuez, ça nous intéresse d'avoir vraiment ce sondage. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se dégage principalement. Tu vas me dire si la majorité, c'est 90% des répondants, a raison. On va vers la vidéo. Vrai ou pas vrai? Ah, alors, pas autant que 90, mais il est sûr que le format préféré pour les jeunes en termes d'accessibilité, c'est la vidéo. Ça, c'est une tendance qui est extrêmement claire et extrêmement nette. Et dans l'absolu, faut-il une enquête pour le démontrer, mais en attendant, c'est toujours bon d'avoir des chiffres objectifs par rapport à ça, parce que ça montre bien la dimension société de l'image dans laquelle on est et particulièrement justement le format vidéo qui est celui qui est préféré parce que plus dynamique, parce que permet, si vous voulez, de plus se poser par rapport à l'information. Donc c'est effectivement une tendance qu'on avait déjà observée il y a 4 ans, qui se conforte aujourd'hui, notamment avec d'autres plateformes qu'on va voir juste après, mais la vidéo reste absolument indétrônable, quoi. Alors, peut-être d'autres notions aussi, d'autres éléments un peu plus, d'abord un peu plus global et un peu plus sur l'information. Nous, ce qu'on constate aussi, et nous, c'est un point extrêmement important parce que c'est un point clé, c'est l'âge de l'acquisition du premier smartphone. C'est-à-dire à partir de quel âge est-ce que le jeune a son smartphone personnel. Parce que pour nous, ça va être le moment déclencheur de plein de choses différentes, à la fois en termes de prise d'autonomie, à savoir qu'avoir son propre téléphone aujourd'hui, c'est presque devenu un rite de passage, si je pousse un peu le bouchon jusqu'au bout. Et cet âge, il recule de plus en plus. Donc ici, nous, des chiffres qu'on a pu récolter, 47% des élèves l'ont en 5e primaire, 59% en 6e primaire. Et là, le bond qui apparaît vraiment totalement, c'est au moment du secondaire où on a l'impression que la rentrée dans l'école des grands, comme on dit, va de pair avec l'acquisition du smartphone pour plein de raisons liées aux questions de parentalité, que ce soit le fait de savoir où est son enfant, ça c'est quand même l'argument qui revient tout le temps. Mais toujours est-il que pour nous, ça pose la question du moment où le jeune a potentiellement accès à toute une série de contenus, même s'il y a moyen de réguler jusqu'à une certaine manière, enfin jusqu'à un certain degré. En attendant, c'est quand même le moment clé. Oui, surtout qu'on voit dans les chiffres qu'une fois qu'ils ont ces outils dans les mains, on voit 61% des jeunes disent découvrir l'information car elle vient à elles, avec évidemment toutes Oui. ces recommandations des algorithmes, que ce soit sur TikTok ou ailleurs. On voit aussi donc que YouTube est la source d'information numéro 1, suivi d'Instagram et puis de TikTok justement. Donc il y a toutes des pratiques. Je vais lancer une question et puis un autre sondage et on va, pendant que la question apparaît et que vous y répondez vous, Martin, ça prouve bien qu'on a intérêt, on travaille beaucoup le support papier dans l'information dans les classes, mais on se rend compte que travailler l'information en ligne via justement ces supports, qu'ils soient sur YouTube ou autres, ça a une véritable importance aussi. Oui, oui, donc effectivement, c'est toujours l'idée de se dire comment est-ce que j'aligne mes exemples sur ce que les jeunes voient, sur ce qu'ils sont susceptibles de rencontrer ou ce qu'ils sont susceptibles de voir plus tard. Et donc là, effectivement, il y a évidemment 1000 vertus à travailler sur la question du support papier. L'idée, c'est pas de rentrer dans une opposition par rapport au support, mais bien de montrer, et je vous montrerai un exemple juste après, sur comment se pose le problème aujourd'hui, notamment sur les enjeux de désinformation et notamment via des vidéos ou des contenus qu'on peut croiser sur TikTok et de voir comment est-ce qu'on peut les appréhender. Et Voilà. donc, la question ici, je ne sais pas si dans le sondage on a. Oui, oui, il apparaît. Donc la question, c'est vraiment selon les enfants de P5, P6, donc c'est vraiment selon eux, quelles sont les sources d'informations qui ont le plus de risques de véhiculer des fausses informations? Alors selon eux, est-ce que c'est sur pour papier ou les autres, vous les avez devant les yeux, on ne va pas y revenir. Et donc Martin, par rapport à cette question, on Oui, a 30%, enfin 65% des répondants qui estiment que c'est la vidéo qui est le premier support selon eux. alors ça illustre surtout un élément extrêmement paradoxal et extrêmement intéressant, qui est de dire qu'en fait, dans la consommation de l'info chez les jeunes, il y a une très grande appétence et un très grand goût pour effectivement les contenus vidéo qui sont sur les réseaux sociaux. Et à la fois, les jeunes sont aussi les premiers à déclarer que c'est probablement les contenus dont il faut se méfier le plus. Donc là, il y a un paradoxe qui est assez étonnant, qui consiste à dire qu'en gros,
ils aiment plus trop les formats traditionnels des médias d'information, le papier, le JT, toutes ces choses-là. Ils aiment bien ce qui circule sur les réseaux sociaux et à la fois, ils savent qu'ils doivent s'en méfier. Vous voyez, c'est-à-dire qu'ils trouvent que le format des médias d'information est peu attrayant parce que, en gros, ça ne rentre pas exactement dans leur culture du numérique ou de ce qu'ils souhaitent voir. Mais par contre, ils reconnaissent qu'il faut quand même se méfier, en tout cas sur des éléments déclaratifs. Mmh. Bah, je propose, si tu veux bien, c'est vrai que la paradoxe, mais on parle d'information, désinformation, on entend plein de mots qui arrivent, et on parle de rumeurs, de mensonges, de hoax, d'anecdotes, il y a plein de termes qui arrivent. Heu, on en est où dans la désinformation réellement? Et les autres mots, qu'est-ce qu'il en est? Alors, justement, toute la question et tout le problème par rapport à ce que je viens de vous proposer sur, ben, tiens, comment les jeunes s'informent, ils sont sur les plateformes, ils ont des contenus recommandés. En fait, le problème, c'est que pour les jeunes, ils n'ont pas accès à de l'information qui est classée par justement information, pas information, rumeur, etc. Quand les jeunes circulent ou voient sur les réseaux sociaux, en fait, ils voient plein de contenus passer et ils n'ont pas justement les clés pour faire la différence entre une rumeur, entre une anecdote, une information. Et du coup, le problème, c'est que pour eux, tout se mélange. Alors, nous, en tant qu'adultes qui avons un peu grandi dans une culture informationnelle différente, on sait faire la différence entre l'information, si c'est une capsule des news, si c'est d'autres sujets ou d'autres canulars que l'on voit sur les réseaux sociaux, ou même une information satirique, enfin parodique, vous voyez, les fameux Gorafi, Nordpress, etc. Mais en réalité, eux ont beaucoup moins de repères. Et donc, en fait, ils se prennent, si vous voulez, une vague de messages dans tous les sens dont ils ne savent pas spécialement ce qu'il en est. Et donc, c'est pour ça que l'un des gros problèmes, c'est cette question, ici, en tout cas telle qu'on l'apprend, de la désinformation au sens très très large, à savoir que tout se mélange. Et donc, on verra un tout petit peu plus tard dans le webinaire comment, parce qu'en fait, en termes d'éducation aux médias, une des opportunités, c'est de redéfinir c'est quoi l'information. Et commencer avec les jeunes en leur disant ben, c'est quoi une vraie info, c'est déjà une manière de faire. Quoi. Mmh. Et Dieu sait que des infos, il en circule, des fausses infos, il en circule. Il y a un exemple, par exemple, que tu avais envie de mettre en exergue là maintenant, histoire de l'illustrer. Oui. Je ne sais pas si vous avez entendu ça, mais il paraît que le curcuma peut blanchir vos dents et il paraît même que ça a été attesté, avéré. Qu'est-ce qu'il en est réellement, Martin? Alors, ça, c'est justement assez fascinant. Donc là-dessus, pour le moment, on est en train de travailler sur cet exemple parce que sur TikTok circulent des vidéos avec des gens qui se brossent les dents avec de la poudre de curcuma et qui vous affirment que ça fait blanchir les dents. Donc ça, c'est typiquement le genre de choses, de petits conseils lifestyle que vous allez voir passer sur TikTok, sur YouTube ou autre. En l'occurrence, ici, ce qui est assez fascinant, c'est de voir comment est-ce que justement un influenceur affirme que ça fonctionne. Et donc, il prend une brosse à dents, il prend du curcuma, il prend de l'huile de coco, et alors il se brosse les dents avec ça, et il fait ça marche. Ensuite, vous allez avoir des vidéos sur TikTok de gens qui testent chez eux et qui disent ah ben en fait ça marche pas. Et ensuite, vous allez avoir des gens sur TikTok, même chose, qui reprennent la formule et qui vont vous dire, je sais pas, peut-être que ça marche, peut-être que ça marche pas. Et donc, vous voyez, ici, on n'est pas dans un cadre de désinformation au sens un coup de la propagande russe ou je sais quel autre cadre, mais on est bien dans une information qui circule, il y a un truc qui circule, et même peut-être vous, spontanément, si je vous dis, tiens, le curcuma fait blanchir les dents, peut-être même que vous avez un peu déjà un avis sur cette question. Mmh. Alors, si jamais j'avais le rôle de trancher si c'est vrai ou pas, il semblerait effectivement que ce soit faux, des différents éléments que j'ai été voir à gauche, à droite. Mais à la limite, ce qui est intéressant ici, c'est pourquoi est-ce que j'ai envie d'y croire, pourquoi est-ce que j'y crois, et qu'est-ce qui me plaît dans ce message, quoi. Qu'est-ce qui me plaît Mmh. chez l'influenceur qui est en train de me vendre son dentifrice au curcuma, quoi. Oui, c'est ça et puis comme c'est une information à la mode, ben, en quoi, justement certains ont intérêt à relayer l'information, Voilà. il y a un intérêt financier évidemment, hein, plus tu fais des vues, plus tu et donc voilà. Mais c'est intéressant justement d'amener ça et on parlait tantôt des jeunes qui, avaient cette source d'information.
les enfants qui, dès qu'ils ont leur smartphone, dès qu'ils sont sur Internet, alors ils ne peuvent pas y être, on le sait, mais ils y sont quand même sur TikTok ou ailleurs, donc des enfants en fin de primaire, c'est les informations auxquelles ils ont accès, hein, tout simplement. Oui, ou alors c'est un bruit dans la cour de récré, quoi. Mmh. C'est quelque chose qu'on se raconte. Et en fait, de notre point de vue, à Média Animation, que ce soit une rumeur dans la cour de récré ou une rumeur sur TikTok, c'est un peu les mêmes questions qui se posent, quoi, quelque Ouais. part. Et En tout ça, cas, ouais. Ah, pardon, je t'ai coupé, je crois que tu avais non, fini. je Je t'en voulais prie. juste dire que ça, par exemple, on vous montrera un outil tout à l'heure qui va vous permettre, avec vos élèves, de travailler ce genre de choses. Donc, il y a une fiche pédagogique qui est en train de se créer là-dessus, mais on y reviendra. Je voudrais qu'on vienne sur... et là, vous allez dans le chat, si vous le voulez bien. Donc, on vient sur justement l'idée de l'information cette fois-ci, hein. On a mis information en exergue. Dans le chat, si vous le voulez bien, c'est nous dire, tiens, voilà, quelle est l'info véhiculée par cette image? Puisqu'on parle d'info, l'information, elle peut circuler via différents canaux. Et là, si vous deviez donner l'information véhiculée par cette image, qu'est-ce que vous diriez? Allez, lâchez-vous, n'hésitez pas. Je vois Émilie qui est en train d'écrire, par exemple. On va voir sa proposition dans quelques instants. Parce que c'est vrai, Martin, on le dit, mais l'image, on y est extrêmement confronté, hein, que ce soit à travers la vidéo, mais l'image fixe aussi, telle que celle-là. Et donc, on peut aussi interpréter pas mal de choses dans les images. Euh, alors, j'attends un peu de vos réactions. Il faut le temps évidemment d'écrire. Donc, Émilie nous dit l'enseignement par le numérique, c'est fun. Voilà ce que dit l'image. C'est vrai qu'elle a l'air bien souriante, j'imagine, cet instinct, parce que je ne sais pas trop si elle est finalement. L'informatique est l'avenir, nous dit Julie. Voilà ce que dit la photo. Quel bonheur le numérique pour Bérangère. On est dans le positif, hein. Vive l'apprentissage par ordinateur pour Carole. Les enfants n'utilisent plus de papier pour travailler à l'école. Ah, on est dans un contexte un peu différent là ici. Alors j'essaie de vous lire tout ça, mais ça va être difficile. Les enfants n'utilisent pas plus de papier. Ah, ça défile. Plus de papier pour l'école, c'est Héloïse. Enseigner, c'est cool. Le prof est en congé. Les élèves travaillent. Ça, c'est une des propositions. Bon, lâchez-vous, hein. Mais Martin, on s'en rend compte du coup. On parle d'information, on voit une image qui est là, on est parti dans tous les sens. Et donc, est-ce qu'on peut Oui, parler d'information du coup avec cette image? ben, non, parce que fondamentalement, une image est polysémique et elle renvoie à différents degrés de lecture, elle renvoie à un contexte et à plein d'éléments comme ça. Et en fait, ce qu'on vient de faire ici est un exemple assez récurrent des mécanismes de la désinformation qui consiste à prendre une image, à changer le contexte et à dire, vous voyez, cette image, elle illustre tel événement. On verra des exemples en fin de webinaire en disant, ben voilà, cette image illustre la tornade Milton qui est actuellement en Floride. Alors après, on se rend compte que non. Et donc, de ce point de vue-là, la désinformation, c'est du pain béni quelque part pour l'éducation média, puisque c'est revenir sur comment se construit le sens, sur comment se construit l'image, les interactions image-légende et ce genre de choses, parce que c'est des mécanismes qui sont utilisés dans la désinformation pour faire dire une image ce qu'elle ne dit pas. Mais quelque part, en éducation média, une image ne parle jamais toute seule. Oui, et Enfin, ça doit tout de même. c'est même important avec les enfants justement, hein, dès le plus jeune âge, c'est de les confronter à des images et de leur laisser s'exprimer sur ce qu'ils voient sur l'image et se rendre compte de la polysémie dans la lecture de l'image et dire qu'attention, et c'est ça en fait, hein, c'est dès le plus jeune âge leur faire prendre conscience que ne nous arrêtons pas à ce que l'on voit parce que voilà, on peut l'interpréter en fonction de qui on est, de tellement de façons différentes. Donc voyons aussi le texte qui l'accompagne. Il y a eu d'autres exemples, hein, alors il y a eu alors on a repris ça à droite. Je peux vous avouer, c'est assez marrant, mais on va pas vous passer la vidéo, mais on s'est amusé à faire via l'IA une petite vidéo où on est tous les deux en train de sur un truc de ring, de boxe ou je sais plus quoi, mais voilà, c'est nos visages qui sont là. À gauche a été la grosse polémique. Il y a une fille d'ailleurs dont on va parler après dans le webinaire sur le pape en doudoune, parce que l'IA aussi, elle peut jouer énormément. Et je pense que même si ce n'est pas dans les référentiels encore maintenant,
faut quand même conscientiser les élèves au fait qu'on peut créer des images avec l'IA. Hein. Donc, je m'adressais à toi, en fait, Martin, sur ton avis par rapport à justement cette IA et cette place de l'IA auprès des jeunes. Alors, en gros, depuis 1 an et demi, on parle énormément des IA et notamment des IA génératives d'images. Donc, il n'y a pas que ChatGPT, il y a aussi justement cette possibilité de créer des images. Le, Actuellement, la situation est que sur ce qui concerne la désinformation, on n'est pas encore tout à fait sûr qu'on assiste à un déferlement de désinformation par IA. Il y a des exemples, je ne vais pas prendre doudoune, mais bon, finalement, c'est pas non plus dramatique peut-être. Mais en attendant, on n'assiste pas encore tout à fait à une massification des phénomènes de désinformation par rapport à ça. Par contre, le fait que techniquement la chose devienne possible et envisageable, effectivement, assez inquiétante. Ça, c'est sûr, parce que ça posera la question de la vérification de l'information. Ouais. Tiens, j'en va juste une question parce qu'elle apparaît maintenant et on va déjà y répondre comme ça, vous allez pouvoir. Existe-t-il des sites qui nous permettent de vérifier directement une fake news et des sites pour vérifier qu'un site, que ce soit de vente ou autre, n'est pas une arnaque? Je pose la question simplement pour dire, en fait, on va y répondre. Tu vas nous donner, on va à la toute fin, quelques sites comme ça qui vont justement permettre ce genre d'opération. Donc voilà, ça c'était juste un teaser pour dire, par exemple, ici à Nicolas, il faudra rester jusqu'au bout du webinaire pour avoir les infos, mais elles vont arriver. Et si vous voulez, tiens, parce qu'on parle d'IA, mais si vous voulez toutes les informations, en tout cas pas mal de données liées à l'intelligence artificielle, sachez qu'il y a un webinaire qui aura lieu, ce sera le 23 avril. Hein. Mike en a parlé tout à l'heure, 23 avril de 20h à 21h30. Donc n'hésitez pas à vous inscrire via l'onglet sur la salle des profs. On l'a dit, ça se passe dans la colonne ben non, pour l'instant, en fait, c'est même en page d'accueil. On a même toutes les infos sur la salle des profs, voilà, pour avoir des informations. Alors, on continue parce qu'évidemment, il y a plein d'infos et on voudrait bien aller aux exemples pratiques maintenant. Mais des informations, grosse question, qu'est-ce que c'est en fait que cette désinformation? Parce que c'est à la thématique, mais on ne l'a pas encore réellement défini. Tu en diras quoi, Martin? Alors, le sens communément admis du terme désinformation, c'est une information fausse qui a pour vocation de tromper et donc d'induire en erreur. Donc, il y a vraiment cette idée de tordre le cou à la réalité pour manipuler, soit sur la factualité des choses, ou soit à des fins idéologiques. Ça, c'est un peu l'idée. Mais en fait, c'est extrêmement général et surtout, ça va surtout être intéressant de voir qu'est-ce qu'on veut en dire d'un point de vue pédagogique en fonction du niveau dans lequel on se trouve. Ici, on parle des informations, excuse-moi juste pour savoir, des informations fake news, on peut considérer que c'est le même terme? Alors, globalement, oui, de façon usuelle, c'est-à-dire que des informations, il y a vraiment cette idée et cette notion d'induire en erreur et de manipuler. Fake news, souvent est compris comme étant une information fausse. Mmh. Et donc la définition de P4 alors Alors, en P4, effectivement, on va retrouver cette notion de fake news qui apparaît en disant, finalement, l'objectif qu'on se met en P4, ça va être d'expliquer que la notion de fake news est une information délibérément fausse. Et donc, il y a cette question de l'intention ici. Maintenant, ici en P4, on ne va pas forcément aller trop dans les questions des rumeurs, éventuellement des hoax et autres, mais plutôt voilà, être sur cette définition-là qui est assez générale. Et après, en fonction des exemples qu'on va prendre, on va pouvoir affiner, quoi. Mais ça veut dire que cette définition, elle est très sommaire par rapport à ce qu'est une fake news réellement ou juste pour Oui, pouvoir faire du sens sur ce terme? oui, c'est-à-dire qu'ici, elle est assez carrée. Donc, l'avantage, c'est que du coup, elle n'est pas trop complexe à appréhender pour quand même des enfants qui sont assez jeunes. Mais par contre, au plus on va aller plus haut au niveau du secondaire, voire du supérieur, au plus on va aller nuancer en disant que, attention, une désinformation, c'est pas exactement la même chose qu'une rumeur, que c'est pas la même chose qu'un canular, etc., etc. Bon, ici, on va quand même dans le cas d'un éveil médiatique ici, c'est déjà pas mal si on arrive à amener cette notion, quoi, telle qu'elle est proposée ici.
Mais il y a quand même la notion de information et c'est là où avec les élèves, c'est intéressant aussi quand on construira Mmh. ça en P4, c'est de faire la distinction entre un mensonge, par exemple, qui n'est pas une information, qui est juste un contenu délibérément faux, ça c'est certain, pour se tirer d'embarras, par exemple. Mais donc faire cette distinction sera importante, quand même aussi, dans ce qu'il en est. Et puis, ou par exemple, tu parlais de rumeurs, mais prendre conscience avec les élèves que, une rumeur n'est pas délibérément fausse, c'est quelqu'un qui croit qu'il a relais et donc Mmh. arriver à faire du sens sur ces différentes notions avec des élèves de P4, c'est aussi important, hein. Ah, ouais, si effectivement on sent que, en fait, ça va fortement dépendre, je pense, de l'exemple qu'on va mobiliser et un peu de ce qu'on a envie de lui faire dire, quoi. C'est là où les scénarios et les parcours pédagogiques vont être intéressants pour voir, mais justement, ben, qu'est-ce qu'on se met comme objectif par rapport à ça, quoi. Alors, on parle de P4 là, parce que dans le volet, numérique, il y a cette notion de fake news qui apparaît, mais sachez que, dans les programmes, je dis bien les, que ce soit de P1 à, de maternelle pardon, à la P6 et même plus loin puisqu'on est dans le tronc commun, on a évidemment tout un tas, de points d'ancrage, de points d'entrée pour aborder, donc cette notion. Alors je reviens d'abord quelques instants sur, donc parce que c'est assez important, hein, mais on revient sur cette notion donc de P4 avec les fake news. Si je vais voir dans les compétences qui sont citées, on est sur donc une compétence qui est générique parce qu'elle va poursuivre dans le secondaire, qui est d'évaluer la fiabilité contextuelle d'une source. Et en P4, on insiste bien sur le fait que, vous le voyez, l'attendu n'est pas de dire si c'est vrai ou faux, si l'info est vraie ou fausse. Ce qu'on va attendre des élèves, c'est d'arriver à questionner la fiabilité contextuelle d'une source avec l'aide de l'enseignant, et c'est donc d'attirer son attention sur les différents éléments, que ce soit l'adresse, que ce soit des éléments qui sont vraiment mis en évidence pour qu'on aille cliquer dessus, que ce soit le ton qui est donné. Et donc, analyser un document et identifier ce qui pourrait laisser penser que ce n'est pas vrai et donc que c'est peu fiable ou que c'est fiable. La réponse, après, on ne l'aura pas. On ne la cherche pas. C'est pas l'intérêt. On ira la chercher, cette réponse, et les élèves apprendront à le faire plutôt quand ils seront en S1. Alors, pour ce qui est de justement cette désinformation et construire cette notion de désinformation, on a dans les visées transversales, et ça c'est dès la maternelle hein, que ça doit se construire, on le voit, dès la maternelle, on a l'idée de travailler dans cette visée transversale qui est la 3 en fait dans nos programmes, développer une pensée critique et complexe. Et dedans on retrouve, ça c'est l'intitulé tel qu'il est en maternelle, il évolue un petit peu en primaire, mais c'est trouver, traiter et évaluer des sources d'informations, recherche documentaire, fiabilité des informations, les informations. On ne va pas tout faire en maternelle, évidemment, mais déjà avoir une première base. Et la première base, c'est déjà de construire des informations avec eux pour qu'ils sachent ce qu'est une information. Et c'est par exemple quand on est en atelier, quand on est dans une activité, amener les élèves à produire eux-mêmes cette information. Alors cette information, on l'a dit, elle passe par l'image, elle passe par le texte, et donc ce sera par exemple dans le cahier de vie de la classe, plutôt que moi, enseignant, venir avec une info toute faite pour les parents, eh bien on va la faire. Les enfants, c'est pour ça qu'on a l'appareil photo en illustration, on va la faire. Les enfants vont faire la photo et les enfants, avec la dictée à l'adulte, que ce soit en collectif, que ce soit en individuel, vont donc créer le texte qui va accompagner cette information pour qu'on soit déjà dans un prémisse de cette construction d'information. Et on pourrait s'amuser aussi à un moment donné, c'est puisqu'ils l'ont vécu, et là on est sur des informations, tiens, voilà 3 infos parmi la photo que Françoise ou Valérie ou Mohamed a prise, laquelle était vraie par rapport à ce qu'on a vécu? Puisque nous, on sait ce qu'on a vécu réellement et quelle est la réelle information. Pour déjà comprendre qu'on peut faire lire des choses qui sont donc désinformantes sur une photo. Alors j'ai pris à gauche, et juste aussi pour comprendre, et donc dans une activité simple, ceux qui nous ont déjà eu en formation ont déjà eu ces exemples, hein, mais l'idée, par exemple, de proposer des photos aux élèves en maternelle et qu'ils identifient, alors ça doit être assez clair hein, dans l'identification, mais qu'ils identifient les éléments qui montrent
que cette image, elle n'a pas pu être faite comme ça. Le cœur qui apparaît à côté de la demoiselle, il n'a pas pu être comme ça. Quelqu'un l'a rajouté, juste pour qu'ils comprennent que des photos aussi peuvent être manipulées. Et on va commencer de la maternelle pour leur donner cet esprit critique. La visée transversale, évidemment, c'est l'ensemble du tronc commun. Et donc, on va aller travailler ça de façon beaucoup plus complexe avec les élèves quand ils sont dans le primaire et puis dans le secondaire. Et là, on voit qu'il y a, et on l'a mis en exergue, mais juste pour bien comprendre, c'est qu'on ne parlait pas du support numérique encore avec le maternel, mais dès la première primaire, dans les visées transversales, on nous parle maintenant de trouver et traiter et évaluer des sources d'informations, quel qu'en soit le support, y compris numérique. Et vous l'avez compris, j'ai bien dit, c'est le tronc commun. Et donc, quand on parle d'évaluer, là, on sera au terme du tronc commun. D'abord, c'est analyser, prendre conscience que des contenus peuvent, enfin, la manière de prendre l'information, mais aussi peuvent être détournés et donc pouvoir évaluer, estimer cette fiabilité. Alors, c'est illisible. Hein. Ce que je vous montre là, c'est pour vous dire que par rapport à la visée transversale, si on est dans le programme de P1, on a des exemples qui nous sont donnés. Je vais en retenir un, alors je vais essayer de retrouver vite. Voilà, on a par exemple ici l'idée qui est de comparer deux articles pour comprendre les différences de point de vue. C'est aussi intéressant, rien que prendre voilà, des articles sur un sujet local, régional, qui touche les enfants, et donc se rendre compte qu'on n'est pas toujours d'accord dans ce qui se dit, et prendre conscience que du coup, le contenu peut être aussi le reflet simplement d'une pensée personnelle aussi, d'un ressenti personnel de celui qui le rédige. Allez voir, hein, donc c'est dans le programme, vous avez pas mal d'idées pour travailler ça, si vous le voulez. En P3, P4, c'est pareil aussi, si on va en P3, P4. Et là, on a, par exemple, dans ce qui est proposé, dans les attendus, c'est de pouvoir distinguer faits et opinions, se rendre compte de ce qui est de ce qui s'est passé réellement et de ce que l'on estime s'être passé ou de ce que l'on pense être. Et donc, c'est aussi important de justement, on en parlait quelques instants, c'est puisqu'ils vont commencer à aller sur les réseaux sociaux. Pardon, pas les réseaux sociaux, les moteurs de recherche, ils ne sont pas sur les réseaux sociaux. Sur les moteurs de recherche, on va leur apprendre ça. C'est à un moment donné intéressant de confronter les différents types de contenus que l'on a trouvés sur Internet et se poser la question, tiens, et quel est le contenu qui pourrait être le plus fiable? On parlait de fiabilité. Est-ce que celui que j'ai trouvé sur le site de l'RTBF, pour ne citer que celui-là, risque ou pas d'être plus intéressant ou important que celui que j'ai trouvé sur la page d'un blog, d'un particulier? Et donc, analyser tout ça avec les élèves pour justement les amener à une réflexion. Et on va construire cette réflexion-là avec voilà aussi on parlait de vidéos, mais analyser aussi des contenus vidéo, hein. Regarder sur un même sujet ce que disent deux, trois personnes pour ce qu'il en est, c'est extrêmement important. Et d'autres portes d'entrée, je vais vite, hein, parce qu'on n'a pas évidemment le temps de tout faire, mais pour vous dire qu'on la retrouve, cette désinformation, vraiment partout dans les programmes. Là, on est encore dans l'école maternelle et en éducation à la philosophie et citoyenneté, on est dans l'idée de construire une pensée autonome et critique. Et on nous le dit, les jeunes enfants, même en maternelle, sont très influençables par rapport à ce qu'ils reçoivent. L'information qu'ils reçoivent, c'est des copains, c'est des pairs, là pour l'instant. Et déjà se poser la question sur ce que disent les autres, parce que justement, ils sont influençables. Et à un moment donné, se poser, tiens, est-ce que c'est parce qu'un a dit que c'est vrai? Et donc, amener déjà ce questionnement dans l'éducation, la philosophie et la citoyenneté, c'est déjà amorcer les prémices donc, de cette analyse critique via les informations qu'il reçoit. On retrouve ça, alors je vous le dis, allez jeter des coups d'œil dans l'éducation média, puisqu'en première primaire, par exemple, on a donc tout ce volet éducation média où justement on leur propose par exemple en commun, mais de faire des photos avec différentes intentions, juste pour prendre conscience qu'en fonction de l'intention qu'on m'a donnée, j'en ai eu 3-4 et j'ai réussi à faire une photo pour les 3-4 qu'on m'a proposé. Ça veut donc bien dire que l'information, elle peut aussi fonctionner comme ça. Et donc, quand je vois une photo, elle a été aussi prise parce qu'il y avait une intention qui n'était peut-être pas celle que j'aurais voulu. Et donc, on peut me faire passer parfois des messages erronés.
Donc là, on est en P1, P2 dans ce qui en est, en P1, P2 aussi, donc sur les dimensions sociales, c'est aussi essayer, commencer à se rendre compte de tous ces contenus médiatiques qui sont là. Écouter une publicité, par exemple, on travaille beaucoup la publicité dès la P1, P2 à travers différentes disciplines, mais c'est déjà prendre conscience de tous ces éléments, par exemple, et comment ils peuvent m'influencer dans mes émotions. Tiens, il y a des choses qui me donnent plus envie d'acheter que d'autres, par exemple, puisqu'on parle de la publicité. Et donc, du coup, même dans les contenus que je vois, par les vidéos ou autres, il y a évidemment une musique qui a été mise. Et donc, analyser tous ces éléments médiatiques et voir les effets qu'ils ont sur moi. C'est déjà construire cette notion de désinformation à travers des activités qui sont, somme toute, assez faciles hein, à mettre en place. En éducation et philosophie, donc je continue un petit peu hein, pour avoir des idées, là, en P1, P2, on a l'idée de construire la notion de vrai. On parle pas de faux, c'est assez marrant, moi je trouve, mais donc c'est pas mal aussi de voilà identifier ce qu'est le vrai dans les médias et puis se poser la question de ce que pourrait être le faux aussi à travers eux à un moment donné. On est en français avec et donc c'est toujours un, hein, on le voit ici, distinguer le réel de l'imaginaire. Ça aussi, ne fût-ce que déjà ça, observer des extraits de films, des extraits de dessins animés, et à un moment donné se demander est-ce que on est dans du réel ou est-ce qu'on est dans du fictionnel, dans de l'imaginaire, dans ce que je vois, juste pour déjà pouvoir faire la distinction. Les enfants ne sont pas toujours capables, je peux vous le dire, hein, de pouvoir même distinguer le contenu d'un dessin animé que le contenu d'une vidéo avec des personnages réels, parce qu'on leur a jamais appris en fait. Et donc plus on va aller vers cette approche justement de se poser des questions, d'observer et donc déjà, alors ça c'est quoi? C'est une vidéo qui a été prise en réel ou c'est un extrait de film? Et donc ça veut dire que ça a été joué, que ça a été romancé, que ça a été ceci, cela. Eh bien c'est déjà des choses qui vont construire la désinformation et j'ai pris parce que je trouvais ça intéressant aussi, même en religion en fait, quand on regarde, là je suis en P3, P4 et l'idée c'est que même en P3, P4 dans le cours de religion, il y a un moment donné des questions qui vont se poser, entre ce qui est du réel et du symbolique. Par exemple, tiens, est-ce que les miracles de Jésus, est-ce qu'ils ont été réels et symboliques? Et se poser des questions, enfin forcément y répondre, mais se dire qu'en effet, on ne peut pas forcément dire la vérité, c'est le principe hein, du cours de religion maintenant, se poser des questions vraiment par rapport à tout ce qui est dit et comprendre que justement, là par exemple, dans un autre cas de figure, ce qui est évoqué, alors a pu être de l'ordre du réel, mais aussi un autre message qui est plutôt de l'ordre du symbolique aussi, à travers tout ce qui est véhiculé. Et donc, on retrouve, alors je ne vais pas vous, je vais faire le détail de tout, mais on retrouve vraiment des pistes dans de nombreux points de nos programmes, tant en maternelle qu'en P5, P6, pour justement travailler cette notion. On le voit en sciences humaines, par exemple. Là, je suis dans P5, P6, mais l'idée de réfléchir comment est fabriquée une information. Donc, c'est une des visées dans les représentations. Appréhender l'éducation aux médias, y compris numérique, pour vraiment avoir un regard sur cette information. Des choses qui sont extrêmement importantes. Et puis, Martin va me rejoindre parce qu'on va poursuivre, mais peut-être dire que ça va se poursuivre évidemment. Donc, c'est vraiment une base que l'on met en maternelle qui va se poursuivre tout au long de la scolarité. Et on en parlait, hein, même de la vie adulte. En fait, il ne faut pas croire qu'à la fin de la sixième, les élèves seront capables de pouvoir. Voilà, ça c'est vrai, ça c'est faux. C'est pas vrai du tout. Hein. Non, c'est sûr. En fait, c'est vraiment une thématique qui est extrêmement évolutive tout au long de la vie. C'est-à-dire que tout ce que tu as exposé, Marc, en fait, renvoie à des notions fondamentales de l'éducation média. Et le fait qu'on parle de désinformation, de fake news, c'est évidemment la voie royale pour amener tout ça. Maintenant, dans le second, enfin, c'est simplement pour dire ici que dans le secondaire, on va aller beaucoup plus loin sur la question de la vérification de l'information, on va aller beaucoup plus loin dans la justification des sources, mais globalement, ce rapport au vrai, au faux, à la construction du média et aux mécanismes de polysémie de l'image, comme on l'a dit, sont vraiment intrinsèques au mécanisme de désinformation. Et Voilà. donc, quelque part, c'est particulièrement problématique aujourd'hui, notamment pour des adultes qui n'ont pas du tout grandi dans cette culture numérique. Or, aujourd'hui, on essaye quand même le plus possible d'amener ces notions-là. Et le fait de voir la notion de fake news en P4 est assez précieuse.
Ouais, et donc vraiment, hein, n'hésitons pas dès le plus jeune âge à justement, amener les élèves à porter ce regard réflexif, sur les informations qu'ils reçoivent. Alors on parlait d'abord de celles des copains et puis progressivement sur les informations sur papier ou autre. Mais, bon, il y a des outils, on va essayer de pardon si on va un peu vite, hein, mais c'est vrai qu'on ne voudrait pas non plus, louper des choses. Il y a tellement de choses à dire. Il y a des outils qui sont là, pour justement aider les enseignants. On va déjà en présenter un premier. Et là, c'est toi, Martin, qui va en parler parce que c'est un outil de média animation, c'est Desinfo-Éduc. Oui, donc c'est un site qui s'appelle desinfo.education, ça c'est l'adresse. Et en fait, ce qu'on a voulu faire à travers ce site, c'est proposer des cas concrets de désinformation ou de fake news et pour chacun des cas, proposer une démarche pédagogique par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on le verra juste après, mais un des grands éléments récurrents du secteur journalistique, c'est sur les fake news de dire si c'est vrai ou pas. Et donc, on va aller chercher chez les journalistes et ils vont nous dire si telle vidéo correspond à ça ou pas du tout. Et nous, ce qu'on a voulu faire, c'est un petit peu la même chose, mais sur des cas, cette fois avec une approche plus pédagogique. Et donc, vous allez retrouver sur ce site des fiches PDF qui tiennent généralement en 4-5 pages et qui sont en fait un cas d'école sur ces questions. Et du coup, vous allez retrouver, et comme un peu dans les visées que Marc a identifiées, ben, une fiche sur la manière dont on détourne le sens d'une image, une fiche sur une arnaque en ligne. Et l'objectif, au-delà de montrer et de dire que c'est faux, c'est d'un petit peu voir le mécanisme qu'il y a derrière et de dire, mais tiens, si jamais on essaye de me faire cliquer dans l'urgence, si on essaye de me prendre par mes émotions, etc., on se rapproche de la désinformation, on se rapproche des mécanismes sur lesquels il faut alerter, quoi. Et donc, sur ce site-là, il y a des éléments pour le secondaire et pour le fondateur. Et en fait, l'idée, c'est vraiment d'avoir quelques exemples par rapport à ça et une démarche qui va avec. Voilà, et donc l'idée, on parlait du curcuma tantôt, ben voilà, il y a une fiche qui est en train de se construire pour ce site, et donc l'idée est d'essayer d'être le plus proche de l'actualité, en fait, dans les contenus. Et donc dès qu'une, information arrive, ça avait été le cas pour le pape en doudoune, ce sera le cas, donc pour le curcuma et d'autres. On essaye vraiment de, voilà, s'approprier, cette actualité. Alors pas la politique, hein, on va pas aller sur des points politiques, notre ami américain qui lâchait des fake news, on n'en parlera pas parce que ça, c'est pas l'objectif, mais vraiment aller sur des cas qui peuvent intéresser les jeunes ou qui peuvent être influençables pour les jeunes aussi. Et donc, il y a toute cette grille de lecture qui est apportée, importante. N'hésitez pas à lâcher un coup d'œil. Il y a des fiches pour le fondamental. Là, on est plutôt sur la fin du primaire. Attention, cela dit, quand on est en train de questionner la fiabilité, justement, et on va jusque dans la fin du secondaire même, hein, dans ces fiches. Il y a un moteur de recherche. Allez-y. On n'a malheureusement pas le temps de vous montrer parce que mais franchement, allez. Et donc, n'hésitez pas d'ailleurs à vous inscrire. Je sais qu'il y a, si tu me confirmeras, Martin, la Oui, possibilité de s'inscrire pour avoir toutes les infos. Dès qu'une nouvelle fiche arrive, on ouais, il y est. a c'est une newsletter, en fait, c'est un système de newsletter. Voilà. Alors juste aussi, on va en parler même si, on a déjà pas mal évoqué, on l'évoque, dans les formations aussi au numérique, mais on vous rappelle le parcours, apprenant qui se trouve sur le site de la salle des profs, dans, l'onglet, formation numérique. Vous voyez l'adresse qui apparaît là et on va aussi, hein, vous la transmettre. Elle apparaîtra sur le digipad, que vous avez. Et donc ce parcours apprenant, il est vraiment là pour vous permettre d'avoir un ensemble d'informations liées, entre autres, justement, on parle de cette compétence, évaluer la fiabilité contextuelle d'une source, mais vous allez avoir une vidéo, des clarifications sur la thématique et également donc un ensemble de pistes. Alors, vous avez des informations pour donc ce parcours pour les P3, P4. Il y a eu donc ce même parcours pour les P5. Il y aura ici, d'ici la fin de l'année, d'ici le mois d'avril, même logiquement, le parcours apprenant pour les P6. Donc, avec chaque fois donc une explication sur ce qu'est la compétence, sur ce qu'est l'attendu, bien une clarification des notions aussi qui sont travaillées. Et donc, vous avez des petits exercices. Et alors, vous voyez qu'il y a une petite clé parce qu'en fait, si vous faites le parcours apprenant,
Vous avez même droit après, une fois que vous êtes arrivé au bout, à vraiment une banque d'outils, qui sont là pour travailler ces notions en classe ou une banque de liens a assez incroyable et donc je vous le disais, il y a des fiches qui vous sont proposées. Par exemple, pour ce qui est de la fiabilité, et bien, on a cette fiche qu'on a déjà présentée, hein, mais qui est assez intéressante parce qu'elle travaille cette question de la désinformation, de la fake news, mais à travers, des outils qui ne sont pas connectés parce qu'on sait aussi que on n'a pas les outils dans toutes les écoles que pour pouvoir être connecté avec tous les élèves. Parfois, on n'a même pas d'outils du tout. Et donc, vous avez des fiches ici en déconnecté pour réfléchir ça. Donc, tout ça se trouve via cet onglet, on l'a dit, et via ce parcours apprenant, ou bien aussi via la salle des profs. Donc, il y a quand on va sur donc le site de la salle des profs, dans les fiches d'activité, vous cliquez, vous verrez, il y a un tableau, vous cliquez sur formation numérique et là, vous allez déjà avoir l'accès aux différentes fiches. Il y en a encore d'autres qui sont en train de se construire. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est vraiment une ressource importante, je dis, avec tous les CTP qui sont vraiment en train là maintenant de vous rédiger des fiches. Une autre fiche, par exemple, c'était un ours sur Mars, est-ce fiable? Et donc, on est pour les 4e primaires et à nouveau l'idée de, tiens, est-ce que c'est crédible ou pas? Ou alors une activité sur on parlait tantôt de une photo, un point de vue, activité menée un peu plus, de façon un peu plus complexe pour, les élèves ici, P3, P4 avec l'idée donc vraiment d'une démarche de, positionnement par rapport aux photos qu'on a faites et voilà, tout est prévu, clé en main, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Martin, je reviens à toi. Tu vois, j'ai mis en exergue ici le mot information parce que c'est bien, on parle de désinformation. On a dit tantôt qu'une image, il fallait qu'elle soit accompagnée d'un texte pour que ce soit une information. On a dit qu'il fallait faire attention entre l'information, la rumeur, etc. Moi, je veux bien, mais c'est quoi une information du coup? Ah ben, justement, c'est ça l'intérêt ici de la démarche, qui est de dire, finalement, plutôt que de prendre les choses par le problème, à savoir les fake news, la désinformation, il y a tout un pan de l'éducation média qui se veut être un pan à l'éveil médiatique et justement qui consiste à dire, avant d'aller sur des questions de fake news et autres, mettons-nous d'accord sur ce qu'est une information. Parce que, comme je disais tout à l'heure, le parcours, il est graduel, quoi. Du coup, si on commence dans des démarches, et on verra différents outils pour le faire juste après, où en fait on commence par définir c'est quoi une information. Moi j'ai une petite capsule que j'utilise assez souvent en formation, qui fonctionne assez bien, qui est juste après. Elle dure je pense 2 minutes, donc on va pouvoir se la regarder. Donc en fait c'est une capsule qui qui est réalisée entre autres par le CLIMI, donc le centre de liaison entre l'enseignement et les médias d'information. Globalement, c'est un centre de ressources en éducation média français, en France. Et alors, ici, vous allez voir que le point de vue qui est développé, qui est de dire, définissons ce qu'est une information. Et ensuite, on voit les cas particuliers, quoi. Voilà, je pense que c'est la vidéo. Le dimanche soir, Romain, Léonard, Léa et Fama se retrouvent dans un kebab de la ville. Ils se racontent leur week-end. Ce soir-là, les 4 prétendaient avoir une super info à raconter aux autres. En fait, un seul avait réellement une information. Romain a expliqué qu'il avait fait du skate avec son chien. Léa, qu'elle s'était acheté des vinyles. Fama, qu'elle était presque sûre d'avoir vu la prof de français avec un homme. Et Léonard a annoncé qu'un nouveau cinéma allait être construit dans le quartier. C'est lui qui avait l'info. Pourquoi ? Reprenons. C'est quoi une information ? La séance de skate de Romain avec son chien, c'est rigolo, mais ce n'est pas une info, c'est une anecdote. Ça ne regarde que sa vie à lui, ça ne change rien pour celle du petit groupe. C'est comme les vidéos de chats sur internet, ça occupe 5 minutes, mais ça n'a aucun intérêt. Les vinyles de Léa, pas une info non plus. Léa est dingue de vieux disques et ses parents qui ont beaucoup d'argent lui permettent d'en acheter quasiment tous les week-ends. Rien de nouveau, une information doit apporter quelque chose de neuf. La prof qui aurait fait une rencontre alors, toujours pas une information, c'est un potin. La vie privée d'une personne ne regarde qu'elle-même tant qu'elle ne choisit pas d'en parler en public. Et puis une information, on doit en être sûr, elle doit être vérifiée, ce n'est pas juste une impression. Le cinéma de Léonard, ça oui, c'est du scoop. Enfin un cinéma à trou paumé, sacrée nouvelle pour les 4 amis, ils vont enfin pouvoir profiter des dernières sorties en salle. Et puis Léonard a vérifié ce qu'il affirme. Quand il a vu le chantier,
il a d'abord demandé à un ouvrier ce qui se construisait. Et puis il a envoyé un texto à son oncle qui travaille à la mairie. Et son oncle lui a confirmé que c'était bien un cinéma. À la télé, dans les journaux, sur Internet, c'est la même logique. Une véritable information, c'est quelque chose de nouveau, qui a des conséquences pour un nombre important de personnes. Et quand on l'annonce, on est sûr que ce n'est pas une bêtise. D'ailleurs, le patron du kebab a un truc à dire aux 4 copains. Le prix des sandwichs a augmenté. Mauvaise nouvelle, mais vraie info. Voilà, donc une petite vidéo. Il y en a à propos des vidéos, on en parlera dans quelques instants, sur des outils proposés là par le Conseil supérieur d'éducation média, ça c'est belge, justement pour amorcer la notion de désinformation. Mais alors on est un peu en retard, hein, je te le dis tout de suite Martin, dans notre voilà, dans le timing qui était prévu. Mais je pense qu'il est important quand même de rappeler, beaucoup le connaissent, mais en discutant avec des enseignants encore dernièrement, on m'a dit, mais c'est quoi ça, journaliste en classe, qui peut y avoir droit? Donc voilà, il y a pour travailler l'information justement cet outil qui est là depuis des années et des années en fait. Oui, donc c'est un dispositif qui permet, comme son nom l'indique, de faire venir un journaliste en classe et qui va venir témoigner de son travail. Et donc ça s'inscrit pleinement dans l'idée que ici, on va mettre en avant le travail des journalistes pour dire que, ben, en principe, si les journalistes font bien leur boulot et si on se réfère à des contenus journalistiques, eh ben, il n'y a pas de fake news, quoi, quelque part. Et donc, c'est une éducation, quelque part, au dialogue avec les médias. Et donc, trouver des médias qui s'adressent aux jeunes, des médias qui sont sur TikTok, et alors amorcer le dialogue par rapport à ça. Et donc, en se disant, ben, tiens, moi, je fais venir un journaliste en classe. C'est une opération qui s'adresse aux 5e et 6e primaires. Et donc, on va venir faire témoigner un journaliste en classe et ensuite, ben, on va faire une petite démarche d'éducation média pour continuer à creuser ça et pour pouvoir ben, justement affiner un petit peu la démarche. Un outil complètement gratuit, hein, je tiens à le préciser quand même, Oui, parce que voilà. c'est important. Donc n'hésitez pas. Et je pense qu'il y a une question, tu le vois Martin derrière, qui est que faire en éducation média pour pérenniser la démarche? Parce que bon, recevoir un journaliste c'est bien, mais on en fait quoi? Voilà, donc ici justement, c'est de dire on fait venir un journaliste dans sa classe. Maintenant, il y a différentes opportunités qui existent aussi, ben, que ce soit les exemples que tu as donnés à Marc, mais il y a aussi d'autres outils, comme par exemple Ouvrir mon quotidien, qui lui propose de recevoir la presse papier et des abonnements numériques au sein de l'école, donc là aussi pour les 5e, 6e primaires, et d'avoir un outil qui en fait me donne des pistes. Donc le journal de bord, vous le recevez d'office avec votre abonnement. Et là, vous allez avoir des propositions d'activités, comme vous pouvez le voir, ben, la publicité dans la presse, la sélection de l'information, la photo de presse, les fake news, la désinformation, l'IA et le journalisme, et toute une série de pistes en se disant que finalement, ben, face à l'immensité qu'est le champ de l'éducation média, vous allez pouvoir choisir un prisme à travers lequel vous voulez travailler la chose et à travers laquelle vous voulez aborder la question. Parce que c'est toujours la même question, c'est comment est-ce qu'on va au-delà d'un one-shot où un journaliste vient dans sa classe pour témoigner. Ça se passe super bien la plupart du temps, c'est vraiment très intéressant. Mais à côté de ça, ben, comment est-ce que je peux porter une démarche supplémentaire? Et ben là, vous allez retrouver des pistes au niveau du journal de bord qui est proposé. Voilà. Voilà. Et dans le secondaire, juste pour précision, c'est qu'on va même sur journal de classe, en fait, puisque le journal de bord, ils ont même des accès plus tard à de la presse écrite en ligne. C'est plutôt comme ça qu'on va la qualifier, au site de presse pour pouvoir construire. Mais c'est une opportunité, hein, n'hésitez pas. On l'a dit, c'est gratuit, c'est même un des plus gros budgets qui soit dépensé par la fédération, il faut le dire, hein, c'est comme ça, au niveau de l'éducation aux médias. Donc profitez-en. Alors des outils, il en existe encore plein, évidemment. Alors je dois revenir sur cet écran pour pouvoir faire avancer la DIA et vous dire que, par exemple, il y a, alors vous le savez ou vous ne le savez pas déjà, mais il y a des outils qui sont créés par le CESEM. Alors CESEM, c'est un gros mot, hein, qu'on dit comme ça. C'est le Conseil supérieur d'éducation aux médias. On en a déjà parlé. Il y a eu un lien, je pense, qui était déjà mis dans le chat. Vous l'aurez de toute façon sur le Digipad. D'ailleurs, juste une parenthèse pour dire merci à Thierry et à tous les autres qui nous proposent des liens dans le chat. Et donc, tous ces liens vont s'insérer sur le Digipad au fur et à mesure. Très chouette, par exemple, ce lien de Thierry sur la chasse aux fake news. Voilà, je le dis en passant. Et donc, les outils du CESEM avec… alors, je vais essayer de partager juste pour que vous ayez rapidement hein, un avis, enfin, une idée de ce que c'est. Donc, ce sont des fiches pédagogiques
qui ont été créés que pour justement pouvoir avoir une approche en éducation média. Ça commence dès la maternelle et l'avantage, c'est, alors je vous passe juste ceci pour que vous ayez un avis, c'est vraiment déjà en lien avec les nouveaux référentiels. Et donc on a tout un tas de questionnements, d'approches qui sont proposés dans le fascicule des maternelles. Les liens, vous allez avoir vraiment un lien continu, complet, hein, surtout. En P1, P2, par exemple, on est déjà sur tout un tas de choses. Raconte-moi une histoire, mais dans l'idée de justement, puisque je raconte une histoire, on va voir que derrière, il y a moyen de raconter des histoires. On est sur l'idée de la publicité, on en parlait tout à l'heure, avec une observation, il y a tout un tas de liens. Si je vais maintenant, elle vient de sortir, ça c'est tout à fait récent, la fiche, ça c'est pour P3, P4 avec les thématiques qui sont travaillées. Et vous avez justement dans les documents une fiche d'activité qui donc est prévue sur 2 périodes. Vous voyez, c'est vraiment des fiches clés en main qui donc travaillent sur la notion de fake news, puisque c'est une notion qui est à travailler en P4 avec les liens vers les autres disciplines. Donc on est clairement en lien avec le référentiel. On a voilà, des informations liées justement à pourquoi le faire, donc comment travailler ça et donc les points de positionnement, moi en tant qu'enseignant, pour pouvoir travailler ceci. Et puis, vous avez l'ensemble de la fiche d'activité qui est proposée. Alors, autre outil qui est super intéressant aussi, c'est la repère. Il faut savoir que sur le site du CESEM, ils ont tout un tas de fascicules qui sont là pour justement réfléchir les notions spécifiques. Ici, il y en a un qui est donc sur le déjouer les pièges de la information. Ah, c'est à destination des enseignants, hein, mais vous avez, voilà, quand on regarde qu'est-ce que comprend ce qu'est la notion de fake news, on nous donne des pistes pédagogiques par rapport à ça. Vous avez des liens aussi, on parlait tantôt de liens. Alors, je parcours vite, hein, mais n'hésitez pas, c'est gratuit, c'est téléchargeable, c'est en ligne. Les liens, ils vont apparaître dans quelques instants si ce n'est déjà fait. Et puis, vous avez justement, on y reviendra, mais un ensemble de liens pour faire, je ne sais plus qui posait la question tantôt, mais tiens, comment vérifier si une information est vraie? Ben, il y a des sites qui existent. On vous les propose là, vérifier une photo, une vidéo. Tiens, est-ce que la photo que je reçois est vraie ou pas? D'où vient-elle? Donc, vous avez vraiment un ensemble d'outils qui sont proposés. N'hésitez pas à aller sur le site de la salle des profs. Alors, pour le prof, le chemin, c'est celui-ci. Ressources pédagogiques et méthodologiques. Les liens, vous allez l'avoir, hein, je vous l'ai dit, mais comme ça, si vous l'avez déjà, laissez un petit coup d'œil. Je descends. Alors, on est plutôt dans l'éducation aux médias. Ici, donc on est descendu un petit peu. Et sur cette page, donc vous avez la clarification de ce qu'est l'éducation média, éducation haut, et puis vous avez, on va en parler dans quelques instants, un lien vers différents outils, mais aussi un lien vers ces différentes brochures et je l'ai dit, les différentes thématiques qui vous sont proposées. Donc là aussi, c'est franchement intéressant, on le voit, il y a des questions ici, prévenir le cyberharcèlement, c'était le premier carnet, aussi une notion à travailler en P6. Donc voilà, ces liens, vous les avez, allez jeter un coup d'œil et tous les fascicules qui sont là sont téléchargeables gratuitement sur le site du CESEM. Alors, ne les commandez pas, honnêtement, en version papier pour l'instant parce qu'ils ont un petit bug à ce niveau-là. Prenez-les plutôt et imprimez-les. C'est vrai que voilà, ça fait une version à devoir imprimer, mais ce serait franchement intéressant. Martin? Oui, peut-être en 2 minutes, cibler aussi les sites qui permettent de repérer les fake news, donc avec un autre dispositif ici, qui est le site. Oups, voilà. Donc ici, je suis sur le site d'AFP Factuel. Donc AFP, c'est une grosse agence de presse. Et en fait, la plupart aujourd'hui des médias et des agences de presse ont des rubriques de fact-checking. Et donc, on part des fausses nouvelles qui circulent sur les réseaux sociaux pour pouvoir les dénoncer, quoi, quelque part. Et donc ici, vous allez avoir typiquement, non, cette vidéo ne montre pas un missile s'écraser en plein cœur de Tel Aviv, évidemment, vu le contexte actuel. La chimiothérapie inefficace à 97% contre le cancer, c'est faux.
Alors celui-là, je vous promets que c'était pas du tout préparé de ma part. Attention à se remettre pour blanchir les dents à base de peau de banane et de citron. Vous voyez que la question du blanchiment des dents est visiblement un sujet récurrent en termes de fake news. Non, les vaccins Covid ne provoquent pas une explosion de cancer du sein chez les jeunes femmes, etc., etc. Et en fait, c'est vraiment ça l'idée, quoi. C'est comment les journalistes aujourd'hui vont puiser sur les réseaux sociaux ce qui circule, des rumeurs, des désinformations, des éléments pour faire cliquer et qu'on va retrouver sur ces différents sites. En Belgique francophone, la RTBF, figurez-vous, a un site qui s'appelle Faki et qui, là aussi, recense toute une série de fake news par rapport à ça. Hein, et par exemple, ici, vous allez avoir un article en disant photo créée par IA, blocage d'aide, deux intox sur l'ouragan Hélène qui a frappé les États-Unis. Et donc, vous allez avoir ce qu'on appelle le debunking, et donc, si vous voulez, la preuve que c'est faux, avec ici une image notamment générée par IA. Voilà. Donc, c'était simplement pour, en fait, mettre en avant le fait que vous allez retrouver des médias qui sont devenus spécialistes dans la question de la chasse des fake news. Et donc, si vous manquez de cas concrets ou si vous manquez d'imagination pour trouver une vraie fake news, parfois, aller voir sur ces sites-là, ça permet de trouver des matériaux concrets de fake news qui circulent. Oui, je reviens juste 2 secondes sur le repère dont je parlais, les fameux liens. Simplement pour vous dire qu'on parlait de vidéos tout à l'heure, on en avait une, mais qui était par le Clémy. Le CESEM en a créé aussi pour chacune des brochures. Donc, on a une vidéo qui introduit, par exemple, la désinformation, donc le carnet numéro 5, donc, que l'on voit, avec justement une approche, ce sont des ados qui parlent et qui s'interrogent. Donc, ça peut être un bon support aussi au questionnement avec les élèves par rapport à ça. Alors, des outils, et pour finir, on est bien parce qu'on a quasiment rattrapé le temps et on aura fini dans les temps, je vous le promets. Mais Média Animation est un centre de ressources en éducation média. À ce titre, il est là aussi pour produire un ensemble d'outils à destination des enseignants. Alors, on a parlé de Génération 2024, ça c'est plutôt une enquête qui a été produite pour analyser la consommation des jeunes. Franchement, allez jeter un coup d'œil, vous serez surpris de certaines données. Mais il n'y a pas que ça, hein, Martin. Non, non, on a aussi des dispositifs, des fiches d'activité prêtes à l'emploi que généralement on a testé sur le terrain avant diffusion. Donc on a ce qu'on appelle le projet KIT, qui en fait Keep in Touch est en fait un atelier autour du numérique pour travailler dès la maternelle sur ces questions justement de lien famille via le numérique et donc appréhender un petit peu ces questions de numérique, hein, sachant que nous, notre approche, elle n'est pas forcément située au numérique à tout prix. On peut éduquer au numérique sans éléments numériques. Il s'agit bien voilà, d'un petit peu réfléchir aux liens sociaux qu'on entretient avec le numérique, etc. Et alors, un autre projet, le projet Tandem, qui lui concerne vraiment le primaire, donc de la première primaire à la sixième, avec toute une série de propositions d'ateliers, là aussi en lien avec les médias, où vous allez avoir aussi bien comment réaliser une interview audio, comment est-ce que je peux m'y prendre, que comment est-ce que je peux m'intéresser aux stéréotypes de genre dans la culture populaire via les personnages Disney. Et donc, toute une série d'activités comme ça qui sont pensées pour le fondamental. Et donc, là-dessus, il y a pas mal d'éléments par rapport à ça qui sont également classés par âge et par niveau, quoi, un peu en fonction du type de parcours que vous voudriez faire en termes de production médiatique. Voilà, et je le disais, en fait, donc je vais montrer la page tout à l'heure, hein, dans éducation média sur le site de la salle des profs. Vous avez l'ensemble des références, des projets. On parle de ceux-là, il y en a d'autres. Hein. MyAPEDUC est une application qui accompagne, par exemple, justement la réflexion des élèves selon 3 itinéraires. Et puis alors, juste, on en touche un mot, il y a aussi ce jedoute.be sur la désinformation et sur la réflexion liée à l'information. Oui, donc en fait, l'année passée, on a lancé une campagne qui s'appelle jedoute.be, qui veut être une campagne sur les questions de désinformation et de questions sur les fake news. Voilà, sachant que nous, on a plutôt, pour cette campagne, opté pour l'idée de dire, tiens, ce qui serait intéressant, ce serait d'avoir le droit de douter des médias, puisqu'après tout, notre posture, c'est quand même la question de la pensée critique, hein, d'où le nom de la campagne, hein, douter est sain et naturel. Et donc, c'est une série de petits conseils sur comment est-ce qu'on peut douter
avec un peu toujours le paradoxe qui est de dire, mais finalement, à trop douter des médias, parfois on doute trop, quelque part, mais comment est-ce qu'on peut baliser ça? Et quand on se pose des questions vis-à-vis des médias qui nous entourent, ben, c'est quand même bien cohérent de le faire. Et donc, cette campagne cherche à donner des petits conseils par rapport à ça. Et donc, vous avez des visuels que vous pouvez télécharger, toute une série d'éléments comme ça. Vous voyez, quand je doute, je prends le temps de la réflexion. Ça, c'est une manière de dire, ben, je ne me laisse pas aller à l'émotionnel, je prends le temps de me poser, de réfléchir et de ne pas m'insurger tout de suite contre l'information que je vois. Voilà, donc des outils, je dis, il y en a. En fait, n'hésitez pas, la salle des profs est un site où il y a énormément d'informations, on a des fiches d'activité, mais aussi des liens super intéressants, tout comme le Digipad. Et on insiste là-dessus parce que nos fameux CTP et Benoît font un travail de fou et sont déjà en train de mettre tout ce qui se dit, toutes vos propositions. Donc, ce Digipad, il va nous suivre sur l'ensemble des webinaires. Et donc, là, n'hésitez pas à aller le jeter. Alors, le jeter, à aller Non, jeter, on va le garder. ouais, allez jeter un coup d'œil. En fait, c'est parce que je jetais moi un coup d'œil. Il est 28, on nous reste 2 minutes, c'est top pour finaliser. Juste un appel qui va être fait pour les enseignants du spécialisé. Ça, c'est un appel média animation, un projet qui se met en place. Oui, donc en fait, en termes d'éducation média, ça fait très longtemps qu'on aimerait bien travailler avec l'enseignement spécialisé. Structurellement, on se heurte assez systématiquement à une série de freins. On se dit, oui, d'accord, mais quel type, secondaire, primaire, qu'est-ce qu'on entend par là, qu'est-ce qu'on veut faire, etc. Et au final, on se pose tellement de questions, on identifie tellement de freins qu'au final, on fait rien, ce qui, pour nous, nous pose un peu problème. Et donc, ici, ce qu'on voudrait lancer, enfin, ce qu'on va lancer fin du mois prochain, en novembre, c'est une réunion en ligne avec des enseignants du spécialisé, tout type confondu, tout niveau confondu, mais qui soit font de l'éducation média ou voudraient en faire. Et donc, c'est vraiment un coup de sonde très très large et on espère réunir des gens qui ont des pratiques d'éducation média ou même qui voudraient le faire dans le spécialisé et essayer d'un petit peu réunir et cristalliser et réfléchir à finalement qu'est-ce que ça veut dire faire de l'éducation média dans le spécialisé. Voilà, donc c'est très très large comme propos, hein, j'en suis tout à fait conscient, mais on est vraiment sur une perspective ici d'identifier les besoins, de voir qui se pose ces questions-là, quel challenge est-ce que ça pose, et nous, on essaie de fédérer justement ce groupe de travail. On fera 3 ou 4 réunions d'ici juin, évidemment, ça vous engage à rien par rapport à ça, mais c'est juste que pour nous, en fait, il n'existe absolument rien de formalisé et d'écrit sur la question de l'éducation média et du spécialisé. Ou alors, c'est vraiment caché, quoi. Et Voilà. donc, voilà, on voudrait lancer un appel là-dessus. Et pour garder le lien avec notre thématique, c'est qu'on sait qu'il se produit pas mal de choses dans les écoles. Il y a Oui. eu TVGR, il y a eu dans des écoles spécialisées. Donc, on voudrait bien faire ce relevé et justement, voilà, apporter des pistes concrètes. Bon, on touche à la fin. Martin, je vais te remercier. Il est l'heure. Hein, donc, on va remercier vraiment pour toutes ces informations qui ont été apportées. J'espère que, en tout cas, ça vous aura permis d'avoir beaucoup plus d'infos sur la désinformation. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup d'avoir participé à ce premier webinaire et donc rendez-vous à la prochaine. Au revoir tout le monde. Merci.